Écoutez, on pourrait dire qu'il y en a tous les jours, c'est-à-dire que dans de nouvelles tous les jours, dans ce livre, je mets en évidence combien le défi, ce qu'on appelle le déficit démocratique de cette Union européenne est béant, et ceci dès l'origine, non pas en raison de, comme le disent les européistes, du détournement, des défauts de développement d'une idée qui aurait été belle à l'origine, mais bien en raison de la nature même du projet européen. Et donc on voit bien comment tous les jours cette Europe, cette Union européenne, à la fois nie le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à se gouverner. On le voit aujourd'hui avec le Brexit, où on a une position dans la négociation, tout au long de la négociation de l'Union européenne, qui n'a pas été de chercher un accord qui permette de respecter la volonté du peuple britannique énoncée au moment du référendum sur le Brexit, mais qui consiste à retarder, empêcher, rendre le Brexit le plus difficile et le plus douloureux possible pour les Britanniques, non pas encore une fois, pour respecter la voix du peuple britannique, mais pour dissuader les autres d'en faire autant. C'est-à-dire qu'on voit bien, avec cette histoire du Brexit, comment cette Union européenne est aujourd'hui une nouvelle prison des peuples, comme on le disait de l'Empire russe à la fin du XIXe siècle. C'est une prison des peuples, c'est-à-dire qu'on a une organisation dans laquelle une catégorie de gouvernants, depuis le début, considère qu'elle est mieux à même que les peuples de savoir ce qui est bon pour eux, et qui, donc, de gré ou de force, entend dicter sa conduite à suivre, leur conduite à suivre à ses peuples. C'est le fameux théorème Juncker énoncé à propos du vote grec en 2015. Il n'y a pas de démocratie en dehors des traités européens. Alors voilà, le Brexit est clairement une raison de plus de faire éclater ce carcan européen. On pourrait dire la même chose de l'évolution de l'Italie, où effectivement on a pour la première fois depuis très longtemps en Italie un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire qui s'appuie sur une majorité du corps électoral, et auquel on essaye, depuis qu'il est au pouvoir, de tordre le bras par des moyens divers et variés. On se rappelle du commissaire européen allemand qui, quelques jours après l'investiture de ce nouveau gouvernement, a dit j'espère que les marchés imposeront à ce gouvernement, en gros, de faire le contraire de ce pourquoi il a été élu, et d'apprendre aux Italiens à bien voter. Donc, si vous voulez, on a, depuis que ce livre est sorti, toute une série d'événements qui n'ont cessé de confirmer mon analyse. Je rajouterais peut-être également quelque chose à propos de l'Espagne et de la Catalogne, parce que ce que je dis également dans ce livre, c'est que l'affaiblissement du niveau national, c'est-à-dire là où se joue la souveraineté, mais aussi là où se sont conquises les conquêtes démocratiques et sociales. Parce que c'est jamais au niveau européen qu'on a fait des bons en matière de démocratie et de droit social et d'état social. Donc plus on affaiblit par l'Europe le niveau national, et plus on renforce les niveaux, non pas le sentiment d'appartenance à une Europe qui en réalité n'existe pas, et on le verra encore avec les taux de participation probablement désastreux aux prochaines élections européennes, mais en fait on renforce, en affaiblissant le niveau national, les sentiments d'appartenance infranationaux, c'est-à-dire les sentiments d'appartenance à une communauté linguistique, ethnique, religieuse, réelle ou fantasmée. C'est-à-dire que
on nous accuse, nous, les souverainistes, de repli, mais en réalité, nous ne sommes pas repliés, parce que, enfin, nous ne sommes pas, il y a une grande diversité chez les souverainistes. En tout cas, moi, je ne me sens pas comme quelqu'un de replié, je vis en Grèce, voilà, je n'ai jamais été ni raciste, ni antisémite, ni tout ce qu'on peut aujourd'hui, ce que la propagande du système politico-médiatique peut associer à ce terme de souverainisme. Mais en réalité, on voit bien comment l'affaiblissement du niveau national par l'Europe conduit à des replis identitaires infranationaux. Et on a vu notamment comment ce type de repli peut aboutir à des situations extraordinairement difficiles, menaçant l'unité et l'identité même des États membres de cette Union européenne, que ce soit en Écosse ou en Catalogne. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que, effectivement, alors ça on le voit avec les Gilets jaunes, mais on l'a vu en Grèce notamment depuis 2010, c'est combien en fait cette Union européenne suscite aujourd'hui une résistance et une révolte de plus en plus grande des peuples qui ne supportent plus les décisions qui sont, sur lesquelles ces peuples ont perdu tout contrôle, et comment en réalité aujourd'hui on a un durcissement autoritaire des gouvernements dont le but est de sauvegarder à tout prix cette Union européenne. Et comment, en fait, aujourd'hui, on arrive à une criminalisation des opinions, des oppositions politiques et à un usage de la violence d'État qui est à l'inverse même des principes sur lesquels cette Union européenne prétend se fonder. Vous savez que un des principes de cette Union européenne, qu'on appelle à tort liberté. Pourquoi on appelle à tort liberté? Parce que, je veux dire, dans cette Union européenne, il y a toute une série de détournements de mots. La liberté de circulation des travailleurs, en réalité, c'est la liberté pour les patrons de mettre en concurrence des travailleurs sous-payés et sans droits sociaux avec des travailleurs protégés. Et la liberté de circulation des capitaux, c'est en réalité la liberté pour les capitaux d'aller s'investir là où le travail est le moins cher. Comme l'utilisation du mot Parlement pour l'Assemblée européenne est un détournement de sens, puisque ce Parlement n'a rien d'un vrai Parlement. C'est une assemblée élue au suffrage universel, mais il n'a aucune, ni des caractéristiques, ni des compétences d'un véritable Parlement, et c'est une des raisons pour moi pour lesquelles les Anglais ont été les premiers à vouloir sortir de cette affaire, parce que eux, au moins, savent ce que c'est qu'un vrai Parlement. Ils le savent depuis un moment. Alors non, bien sûr, on ne peut pas réguler la finance dans le cadre européen, puisqu'il y a la libre circulation des capitaux, et puisque c'est un des principes cardinaux, au moins depuis l'acte unique européen au milieu des années 1980, qui pose comme principe fondamentaux que les capitaux peuvent circuler librement. Et on le voit bien encore ces jours-ci, avec l'incapacité de l'Union européenne à prendre des décisions sur les paradis fiscaux, où on a une Union européenne qui est incapable de définir ce qu'est un paradis fiscal, et où on a une Union européenne qui est incapable de mettre fin à la concurrence fiscale entre ces différents membres. Mais ceci, c'est pas le résultat, c'est pas la faute à pas de chance, ou c'est pas le résultat du hasard. C'est-à-dire que c'est dans les textes européens. De même que ceux qui disent aujourd'hui qu'on va réguler la finance dans le cadre européen en réduisant la circulation des capitaux aux capitaux productifs
et en régulant les capitaux spéculatifs, se moque du monde. C'est simplement impossible. Et c'est simplement impossible aujourd'hui de faire bouger ces réglementations européennes parce qu'il faut, comme sur les travailleurs détachés d'ailleurs, c'est le même problème, il faut l'unanimité. Or, dans ces 28 pays où c'est un peu moins quand le Royaume-Uni sera sorti, s'il sort, il faut l'unanimité, mais vous avez des pays qui sont bénéficiaires de ce système, et vous avez des pays qui en pâtissent. Mais évidemment, ces pays qui sont bénéficiaires de ce système ne vont pas se faire harakiri pour les beaux yeux des autres. Tous les gens qui disent on va réformer cette Union européenne pour en faire quelque chose de plus régulé, de plus social, de plus démocratique, ils mentent. Parce que l'édifice tel qu'il est a été conçu pour servir exactement à quoi il sert. C'est-à-dire pour vider le niveau politique national de tout moyen d'action sur le réel. Alors, vous me direz, est-ce que hors de l'Union européenne, on pourrait faire mieux? Oui, évidemment, on pourrait faire mieux. C'est-à-dire qu'on pourrait faire mieux dans le cadre, d'abord, d'une reprise en main des instruments de la souveraineté, banque centrale, réglementation bancaire, éventuellement création d'un pôle bancaire public qui permettent à la banque non pas de spéculer, mais de financer la production. C'est-à-dire que si vous aviez un pôle financier national puissant, vous auriez une partie de l'épargne qui, au lieu de partir dans les circuits de la spéculation, pourrait être dirigée exclusivement vers la production et vers le développement de la production. Ça ne veut pas dire évidemment que tous les problèmes seraient réglés. Personne n'a jamais dit que la fin de l'Union européenne serait, comment dire, la panacée, qu'en sortant de l'Union européenne, on règle tous les problèmes. Évidemment non. Évidemment non. On reste dans un monde néolibéral où la dérégulation à l'échelle planétaire a eu lieu de manière à mon avis, totalement irresponsable à partir du début des années 80. Et ça ne peut se régler que par une négociation internationale, c'est-à-dire retrouver de la régulation. Mais dans cette négociation internationale, et là c'est une autre de des idées que je crois vraies et qu'on dit peu, il vaut mieux être la France libre et souveraine, portant un projet clair de régulation et trouvant des alliés en Europe et en dehors d'Europe, parce qu'ils ont les mêmes intérêts, pour obtenir une re-régulation mondiale, une réforme du FMI, quelque chose qui serait un système monétaire international plus coopératif, etc., que d'être paralysé à l'intérieur d'une Union européenne où notre voix ne pèse rien, parce que de toute façon, toute position de l'Union européenne est une position de compromis et de plus petit dénominateur commun entre 28 intérêts divergents. Donc si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, il vaut mieux être indépendant, moyen, agile, moyen en taille et en poids, agile, et surtout être sûr de ce qu'on veut, plutôt que d'être noyé à ne pouvoir défendre aucune de ses idées à l'intérieur d'un magma dans lequel, de toute façon, on a certes un géant en termes de marché. C'est ce qu'on nous dit, hein, on nous dit... voilà, on est plus fort parce qu'on est plus gros. Mais non, on n'est pas plus fort parce qu'on est plus gros.
Parce qu'en étant plus gros, de toute façon, on n'a jamais comme position commune que le plus petit dénominateur commun entre tous les membres. Et donc, avec ce plus petit dénominateur commun, on ne pèse rien. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une politique avec un plus petit dénominateur commun. Alors, vous diront les européistes, oui, mais il faut faire le saut fédéral. Donc ça, c'est leur réponse. Sauf que ce saut fédéral, tout le monde sait aujourd'hui que personne n'en veut. On voit bien comment le président Macron, avec ses projets vaguement fédéralistes qu'il avait en arrivant, s'est planté dans toutes les négociations qu'il a essayé d'initier, et comment il s'est heurté partout à une fin de non-recevoir. Et c'est encore la même chose avec la lettre qu'il a écrite il y a quelques jours, qui est parue dans les quotidiens des différents pays de l'Union. Donc, et pourquoi ce saut fédéral est-il impossible? Parce qu'il n'y a pas de peuple européen, et il n'y a pas d'État fédéral sans la conscience d'appartenir à un peuple. Or, on va le voir encore avec ces élections européennes, où le taux d'abstention va probablement battre des records, et où les partis eurosceptiques, quelles que soient leurs différences, leur origine et leurs nuances, vont probablement connaître une très forte progression. Il n'y a pas de peuple européen. Et on ne fera pas sortir la notion, la conscience d'un peuple européen à travers des institutions financières, à travers des obligations de taux d'intérêt, de taux d'inflation ou que sais-je, dans lesquels qui n'ont qu'un but, c'est de priver les peuples de du moyen d'action sur leur propre destin. Donc, si vous voulez, on est aujourd'hui dans une impasse. Et cette impasse, elle est à la fois technique, c'est-à-dire qu'effectivement, cette Europe est néolibérale et elle ne peut rien réguler en matière de finances. Et elle est politique, c'est-à-dire que le seul moyen de réguler, ça serait de passer à autre chose, mais c'est autre chose, ça n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de conscience d'appartenir à un peuple européen qui n'existe pas. Écoutez, moi je suis... tout vous dire, je viens d'un courant politique qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle le gaullisme de gauche. Donc, la nationalisation ne m'a jamais fait peur. Donc, voilà, il y a eu les nationalisations à la Libération, il y a eu à différents moments dans notre histoire la nécessité pour l'État, parce qu'en France, rien ne se fait sans l'État et que notre histoire est comme ça, l'État est moteur dans un certain nombre de domaines. Donc que l'État, à un moment donné, prenne les moyens de diriger, d'impulser des décisions, prennent dans ses mains des moyens d'action économique, ça ne me gêne pas. Non, je ne suis pas un collectiviste. Je crois que l'économie de marché régulée, c'est quelque chose qui a réussi dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, où on est quand même arrivé à un moment à un équilibre entre l'action publique et la liberté économique qui a porté l'Europe, les peuples européens, à un moment où ils ont été parmi les plus, je ne vais pas dire les plus heureux, parce qu'il y avait naturellement des inégalités dans ces sociétés des Trente Glorieuses, et des inégalités importantes, mais on est arrivé probablement à un moment de l'histoire de l'humanité où les sociétés étaient les plus pacifiées et où on avait pour chacun la perspective de pouvoir vivre jusqu'à la fin de ses jours
dans une sécurité minimale et avec un système de redistribution de la richesse qui a été un des moins inégalitaires de l'histoire du monde. Bon, voilà, je crois qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Or, on voit bien que depuis la dérégulation des années 80, on a de nouveau une croissance des inégalités. Croissance au niveau des patrimoines, Piketty l'a montré, où on est revenu au niveau des patrimoines à des inégalités qui étaient ceux du début du XXe siècle, je crois, dit-il. Donc, et où on a des inégalités de revenus qui sont de plus en plus abyssales, avec un système fiscal, on le voit bien avec la révolte des Gilets jaunes, qui ne remplit plus sa fonction plus assez, en tout cas, sa fonction de redistribution. Je crois qu'il faut remettre tout ça en ordre. Et je crois qu'en France, en tout cas, la nécessité d'un grand pôle bancaire public qui soit, dont la mission soit de soustraire l'épargne à la spéculation et de diriger cette épargne vers le secteur productif est absolument indispensable. Alors vous me direz, oui, mais on a déjà eu ça, et puis il y a eu le Crédit Lyonnais, ça, enfin, si vous voulez, moi, je me souviens, vous êtes trop jeune, mais quand le Crédit Lyonnais nationalisé a eu des gros problèmes de gestion, on a dit, ah, vous voyez, l'État est très mauvais actionnaire. Et donc, il faut privatiser. Quand les banques américaines plongent, à cause de la dérégulation, le monde entier dans une crise économique, sociale, ça ne remet en rien en cause la dérégulation qui a eu lieu dans les années 80, et on ne vous dit pas à ce moment-là, c'est le système qui est fautif, on vous dit, ah bah oui, mais ce sont des mauvais dirigeants qui ont pris des mauvaises décisions. Ben non, c'est le système qui est fautif. C'est-à-dire que tant qu'on ne sortira pas de ce système où l'argent ne produit que de l'argent, parce que, je veux dire, la bourse aujourd'hui, on voit bien comment elle est découplée des performances économiques. Comment, alors que l'Europe n'a toujours pas rattrapé les pertes de PIB dans sa globalité, l'eurozone, les pertes de PIB qu'ont généré la crise bancaire, enfin la crise financière de 2008, 2009, 2010, la bourse est à son plus haut. Donc, on voit bien comment cette bourse, elle est en réalité dopée par un système européen qui met de l'argent en permanence et de l'argent qui crée de la dette, qui met cet argent dans la machine, mais pas pour aller vers la production, pour aller vers la spéculation, puisqu'en même temps, on a une désindustrialisation en tout cas de toute la partie périphérique de l'eurozone, partie périphérique dont participe la France. Donc si vous voulez, ce système, il ne marche pas. Et aujourd'hui, on est à la fin d'un cycle. Cette fin de cycle, on la voit partout. C'est-à-dire que l'élection de Trump, le Brexit, etc., tout ça, ce sont des signes, on le voit avec l'Inde, on le voit avec la Chine, c'est un moment de l'histoire où le cycle qui s'est ouvert avec la déréglementation Thatcher-Reagan et de libre-échange à tout prix est en train d'arriver au bout. Et nous, on nous dit en Europe, alors que tout le monde est en train de renationaliser ses politiques économiques, on nous dit en Europe, nous, il faut qu'on continue. Et puis on va privatiser les barrages hydroélectriques, et puis les aéroports de Paris.
Voilà, et puis, etc., etc. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a une pétition en ligne qui a été lancée par mes amis Coralie Delhomme et David Kella contre la privatisation de ces aéroports de Paris, qui est un pur scandale. Et donc, si vous voulez, on est en plus à contre-temps de l'histoire. C'est-à-dire que on est aujourd'hui dans une période où tout le monde renationalise ses politiques économiques, où tout le monde reprend barre sur des processus, sur des évolutions dont on voit bien qu'elles sont allées trop loin, dont on voit bien qu'elles détruisent les fondements même de la société démocratique. Et nous, on nous dit, ben non, on n'est pas allé assez loin, il faut en rajouter encore une couche. Donc ça n'ira pas. On va arriver à un moment de rupture dans nos sociétés européennes si nos responsables ne prennent pas conscience de cette fin de cycle et du désir des peuples. Écoutez, moi je crois qu'il y a surtout à l'heure actuelle un sauf-qui-peut parmi nos prétendues élites, qu'elles ne comprennent plus rien à ce qui se passe dans les peuples, qu'elles ne comprennent plus rien au mécontentement profond, au sentiment d'insécurité profond qu'ont généré les politiques qui ont été imposées à ces peuples sous prétexte d'Europe, et que donc ce système politique, politico-médiatique, invente des concepts creux pour délégitimer tout ce qui n'est pas eux. Alors moi j'attends encore qu'on m'explique ce que c'est que les populistes. Si Syriza est populiste et si le parti de droite polonais et populiste, qu'on me dise ce qu'il y a de commun entre les deux. Ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est qu'à un moment donné, c'est plus le cas de Syriza aujourd'hui parce qu'il a tourné Kazakh, ce qu'il y a en commun entre les deux, c'est qu'ils expriment à un moment donné un état de panique de la société, c'est-à-dire d'une société qui voit que tous ses fondements sont en train de s'effondrer, que sont en train de s'effondrer l'espoir que la vie de la génération suivante sera meilleure que celle de la génération à laquelle on appartient, que s'installe partout la certitude que la vie de la génération suivante sera pire que la nôtre, voilà, et que dans ces circonstances-là, les peuples cherchent de nouvelles formes d'expression politique. Ces nouvelles formes d'expression politique, elles peuvent être dangereuses. C'est-à-dire que, comment vous dire, si à un moment on met un peuple dans un sentiment qu'il ne maîtrise plus rien, qu'il va falloir qu'il continue de manière indéterminée à faire ce qu'on appelle des sacrifices ou des réformes, puisque là encore, c'est le détournement de sens dont je parlais tout à l'heure. La réforme, c'est toujours la réforme dans le même sens. Hein, c'est jamais une réforme pour donner plus de droits ou plus de redistribution. C'est toujours dans la novlangue de nos dirigeants, c'est toujours pour en enlever des droits et de la redistribution. Donc, si vous voulez, quand on met les peuples dans cet état d'insécurité, et qu'on leur montre que l'alternance ne sert plus à rien. C'est-à-dire que, parlons simple, ici, entre les Républicains, le Parti Socialiste, maintenant LREM, ou si vous allez en Grèce, entre le PASOK et la Nouvelle Démocratie, et maintenant Syriza, de toute manière, c'est la même politique qui s'applique. C'est-à-dire que le vote ne consiste plus à choisir entre des politiques, il consiste à choisir le bonhomme qui a le visage le plus avenant, le verbe le plus habile et
qui va diriger de toute façon la même politique. C'est-à-dire que c'est plus une alternance entre des projets, c'est une alternance entre des hommes. Et bien à partir de ce moment-là, vous avez effectivement des peuples qui vont chercher des réassurances. Alors, pourquoi je dis ça peut être dangereux? Parce qu'effectivement, à un moment donné, vous pouvez avoir des gens qui, voyant force politique, qui voyant l'état de déboussolement des sociétés qu'ils ont en face d'eux, vont leur proposer non pas des réassurances économiques et sociales, mais vont leur proposer des réassurances de type autoritaire, c'est-à-dire leur dire moi, au moins avec moi, vous n'aurez pas d'immigrés, vous n'aurez pas de ceci, vous n'aurez pas de cela. Voilà, alors, mais si vous voulez, quand on réduit le débat politique à un débat entre des gravures de mode chargées de mener la même politique déterminée ailleurs, on génère forcément ce type de choses. Alors ça peut déboucher, effectivement, ça peut déboucher sur des régimes qui n'ont plus grand-chose à voir avec la démocratie, qui ont une forme de démocratie qui est réduite aux acquets. Très franchement, la Hongrie n'est pas ma tasse de thé. C'est-à-dire que quand je vois les réformes constitutionnelles qui ont été faites par M. Orban, moi qui suis un démocrate convaincu que la démocratie représentative, comme disait Churchill, est le pire des régimes à l'exception de tous les autres, eh bien, je constate que la politique européenne conduit à ça. C'est-à-dire que quand le sage montre la lune, il ne faut pas regarder le doigt. Orban, c'est le doigt. Le doigt, il montre la lune, c'est-à-dire qu'il montre des forces politiques qui étaient au pouvoir ou qui sont au pouvoir, mais qui ont perdu par l'Europe toute maîtrise sur les choses. Et donc, à partir de ce moment-là, les peuples crient sauf qui peut et cherchent des moyens de réassurance vers des nouveaux partis. Alors, dans ces nouveaux partis, il peut y avoir le meilleur et le moins bon. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne sortira pas, de ce phénomène-là en disant ce sont des méchants, on est les bons. On sortira de ce phénomène-là en recréant de la démocratie, c'est-à-dire en recréant du choix. Mais vous ne pouvez pas recréer du choix à l'intérieur de l'euro et vous ne pouvez pas recréer du choix à l'intérieur des traités européens. Donc, pour recréer du choix, pour recréer de la démocratie, il faut sortir des traités européens. Il faut sortir de l'Union européenne, où il faut faire éclater l'Union européenne. Voilà. Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Après les élections parlementaires qui ont suivi le Brexit, ont recréé du clivage idéologique. C'est-à-dire que dès que les Britanniques ont su qu'ils allaient sortir, alors vont-ils sortir vraiment, on verra, eh bien ça a recréé du débat. Et donc on a vu à la fois l'électorat se remobiliser, plus que durant les 20 dernières années, et on a vu à l'intérieur de cet électorat mobilisé les deux partis majoritaires reprendre du poil de la bête, c'est-à-dire eux-mêmes reprendre de la crédibilité en s'affrontant sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites il ne s'agit plus d'appliquer les traités européens, mais on va décider nous-mêmes de ce qu'on veut, eh bien vous recréez de la démocratie et vous recréez du choix et donc vous recréez de la mobilisation citoyenne. Donc voilà, si vous voulez, on est aujourd'hui dans une totale impasse et ces traités européens, en réalité, discréditent les partis traditionnels et donc, en discréditant les partis traditionnels, ils créent un besoin de nouveaux partis
qui peuvent, eux, avoir des idéologies dangereuses. Maintenant, si vous voulez, la question, c'est pas ces partis, la question, c'est le processus qui fait que les gens vont se tourner vers ces partis plutôt que de se tourner vers la démocratie. Comme gaulliste, si vous voulez, je reste convaincu que la France n'a rien à faire dans l'organisation militaire intégrée de l'Alliance Atlantique. Nous avons une force de dissuasion nucléaire, nous devons nous redonner des moyens de projection que nous avons perdus, et nous devons nous redonner un outil militaire efficace que nous avons perdu pour des raisons budgétaires, parce que l'euro nous a étouffé notre commerce extérieur, il a étouffé notre industrie, il nous a englués dans un chômage de masse, etc., et que derrière ça, on a été obligé de couper partout. Et donc, on a été obligé également de couper dans les budgets militaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un retard à rattraper pour retrouver un niveau de suffisance militaire à notre défense. Maintenant, moi, si vous voulez, j'ai rien contre l'Alliance Atlantique a priori. C'est du domaine de la délibération démocratique. Je veux dire, est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, la France a une nécessité à maintenir ses liens avec l'Alliance Atlantique? Moi, j'en suis pas persuadé. C'est peut-être un des rares, cette déclaration de Todd m'a échappé. Je pense que l'Alliance Atlantique aurait dû disparaître avec la fin du bloc soviétique. Voilà, c'est tout. L'Alliance Atlantique était justifiée dans un monde de guerre froide. Elle ne l'est plus, à mon avis, après. Et j'ajoute qu'elle a été, dans un tas de situations internationales, depuis lors, un élément de déstabilisation internationale, notamment en Yougoslavie, notamment en Irak. Enfin, en Irak, c'est pas l'Alliance Atlantique, je pense que c'est les États-Unis qui sont intervenus. Mais en Ukraine, on voit bien comment tout ça est aujourd'hui. C'est un instrument en réalité qui aujourd'hui vise à maintenir un climat de guerre froide qui n'a plus matière à exister. Nous n'avons aucune raison de ne pas avoir des relations amicales avec les États-Unis d'Amérique. Bon, voilà, c'est un allié parmi d'autres. Et nous avons toutes les raisons du monde d'avoir les meilleures relations possibles avec la Russie. Donc, c'est OTAN qui aujourd'hui, en Europe, maintient un climat artificiel de guerre froide avec la Russie pour s'auto-justifier et, à mon avis, pour maintenir, comment vous dire, pour maintenir à l'intérieur des États-Unis la nécessité, enfin la justification de budgets militaires considérable. C'est-à-dire que, effectivement, si vous n'avez pas d'ennemi, si vous n'identifiez pas un ennemi comme étant le mal, vous avez plus de difficultés à justifier de budget militaire important. Alors, si vous voulez, là, moi, où je me pose des questions, mais c'est une question sur laquelle je n'ai pas d'avis déterminé, très clairement, je ne considère pas, comme la quasi-totalité de nos médias aujourd'hui, Trump comme un imbécile, ou comme quelqu'un d'incontrôlable. Je le considère au contraire comme quelqu'un de parfaitement rationnel et de parfaitement compréhensible. Je pense que Trump a analysé que les États-Unis aujourd'hui n'étaient plus pour toujours la première puissance mondiale. Or, le libre-échange profite au plus fort.
Donc, comme il n'est plus le plus fort, ou comme il sait que les États-Unis ne vont plus être le plus fort, il remet en cause aujourd'hui en partie les règles du libre-échange, parce qu'il voit bien que pour un certain nombre de choses, le libre-échange joue désormais contre les États-Unis, ce qui pose un problème à l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est la fille de la guerre froide. Voilà, donc si vous voulez, il suffit de regarder un peu comment tous les pères de l'Europe ont été financés, je suis gentil, par la CIA et ses officines en Europe. Je montre ça dans mon livre à propos dans un chapitre sur les étranges pères de l'Église européenne. On sait très bien aujourd'hui comment les États-Unis ont financé tout ça, comment ils ont été à l'origine de chaque étape de ce qu'on appelle la construction économique, de la construction européenne. Alors, aujourd'hui, Trump n'a plus cet attrait pour l'Europe, parce qu'il sait bien que les choses ne se jouent pas là pour les États-Unis, les choses se jouent avec la Chine. Or, cette Europe, elle lui coûte cher, parce que, enfin, elle coûte cher aux États-Unis, parce que l'euro permet, par sa sous-évaluation pour l'Allemagne, d'exporter toute une série de choses qui sont sur le marché américain 20% ou 25% moins chères qu'elles ne devraient l'être si l'Allemagne avait le marque. Et d'autre part, l'OTAN coûte cher parce que les Européens ne payent pas. Il l'a répété maintes fois, mais il n'est pas le seul, ni le premier. Tous les autres présidents américains avant lui. Donc les Européens ne payent pas assez pour cette OTAN. Donc si vous voulez, vous avez aujourd'hui cette double chose chez Trump, qui est son désintérêt pour l'OTAN et une reconfiguration de la puissance américaine dans laquelle le libre-échange et l'Europe, qui sont filles, sœurs, n'ont plus le même intérêt pour les États-Unis. Alors ça pose un double problème, c'est-à-dire est-ce que les Américains tiennent encore à l'Union européenne? À mon avis, non. Et qu'est-ce qu'ils tiennent encore à l'euro? À mon avis, non. Or, l'Union européenne n'a toujours été que la marionnette des États-Unis. Donc, qu'est-ce que devient une marionnette sans marionnettiste? Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est l'OTAN. Est-ce que Trump y tient? À mon avis, non. Est-ce qu'il est seul aux États-Unis à décider en matière d'OTAN? Et c'est là que je me pose la question, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aujourd'hui deux politiques américaines. Il y a une politique de Trump et il y a une politique de l'État profond américain, extraordinairement liée à l'appareil militaro-industriel américain, et cet État profond, lui, il défend l'OTAN parce qu'il défend les intérêts économiques de cet appareil militaro-industriel. Et donc, si vous voulez, je ne suis pas persuadé que si la France sortait de l'OTAN, de l'organisation militaire intégrée de l'Alliance Atlantique, voire de l'Alliance Atlantique aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que ça mécontenterait le président Trump comme ça avait mécontenté le président Johnson à l'époque où De Gaulle avait sorti... voilà. Mais ça mécontenterait probablement autant l'État profond américain. Donc si vous voulez, je crois que c'est là-dessus aujourd'hui qu'il faut réfléchir. Est-ce que l'Alliance Atlantique, est-ce que l'OTAN nous est utile? Non. Non. Est-ce que l'Alliance nous est utile? Est-ce que l'Alliance Atlantique est utile dans ce monde? À mon avis, elle est néfaste. Est-ce que sortir de l'OTAN et de l'Alliance Atlantique nous brouillerait avec les États-Unis? Je ne pense pas forcément. Et donc, il faudrait voir ça. Il faudrait voir ça dans la durée. Il faudra voir si Trump va être réélu, si son successeur continuera dans la même voie. Moi, à mon avis, si vous voulez, ce que Trump est en train de fonder aujourd'hui sera aussi durable, c'est un tournant de la politique américaine aussi durable qu'a été le tournant initié par Reagan dans les années 80. Et que
même si demain on a un président démocrate ou un républicain plus traditionnel, je pense que le tournant trumpiste de limitation, je ne vais pas dire de remise en cause des cadres du libre-échange, je ne veux pas dire de remise en cause totale du libre-échange, faut garder dans le détail, et de remise en cause de l'OTAN et de l'Union européenne et de l'euro, je ne suis pas persuadé enfin, je suis persuadé que ça perdurera au-delà de Trump et au-delà des alternances aux États-Unis. Voilà ce que je peux vous dire, moi, sur ce que je pense sur ce sujet-là.